Hi, everybody, and a warm welcome to our session Optimizing Healthcare. Researchers and industrial will come and share their discovery and innovation in this field. I am Barbara Decel, the Health Research Advisor at Ivado, and I will moderate this session with my colleague Vanessa Alari. We have an exciting program this afternoon, but before to start, I'd like to share a few housekeeping considerations. Each presentation lasts 20 minutes and is followed by a question period of 5 minutes. Time is precious today, as our schedule is very tight. Vanessa and I will be the timekeepers in order to respect your time. Concerning the question and answer period, I would like to remind you that there is no audio interaction on the platform. You can ask your question in the question tab on the right side of the screen between chat and poll tab. We will moderate them at the end. Also, I encourage you to vote for the questions that most appeal to you, as I will prioritize the questions with the most votes. Finally, the presentations are recorded. You will have access to them after completing the satisfaction survey that you will receive by email at the end of the day. And it is now with great pleasure that I introduce Robert Fratilla, co-founder and VP of AIFRED, that will present how will AI revolutionize mental health care. Robert, the floor is yours. Thank you so much, Barbara, and thank you for inviting me to present at this wonderful event. It's a pleasure to get to spread the word on some of the exciting challenges that we're facing in mental health care. Défis que nous avons dans les soins de santé. So with that, Alors sur ce, je viens représenter d'apporter une équipe diversifiée de cliniciens, de scientifiques et de chercheurs pour s'attaquer aux défis. Placed #1 in North America and #2 in the world for the global IBM Watson AI X Prize. AI Express. In relatively recent years, Dans les années récentes, nous avons observé une crise en sciences de santé mentale. On n'a pas pu développer des traitements pour les troubles de l'humeur. Aujourd'hui, nous nous fions encore sur des médicaments peu efficaces développés il y a plusieurs décennies. Et en fait, dans plusieurs années, plusieurs compagnies ont et de budget, mais maintenant, c'est le temps ou jamais d'investir dans la santé du cerveau. Avant les données publiées du Community Health Survey de 2018, on trouvait que 8% des Canadiens ont rapporté de la santé mentale pauvre et que leur état. COVID-19. A first of its kind study from the Boston University School of Public Health finds 27,8% des adultes avaient dépression de avril 2020 comparé à seulement 8,25% avant la pandémie a commencé. I'll speak about depression as it's our main focus at AIFRED Health. The rates of cognitive and aging-associated diseases are only rising. Depression has become the leading source of disability burden in the world. Out of any medical condition, 1 in 9 will suffer in their lifetime. The proportion of the global population living with depression is estimated to be 322 million people, 4.4% of the world's population, according to a new report, Depression and Other Common Mental Disorders, Global Health Estimates, released by the WHO. There is a significant socioeconomic burden, costing over $125 billion in direct healthcare costs per year in the US alone, and $90 billion in indirect healthcare costs. Perhaps what is most alarming is that only 67% do not respond to their first 67%, presque 67% répondent pas au premier traitement et 25% ne répondent pas au quatrième. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas actuellement quel traitement va fonctionner pour quoi.
Une des raisons est qu'on ne comprend pas la nature complexe de tout ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile à traiter? C'est qu'il y a des facteurs neurobiologiques et des facteurs environnementaux qui sont très complexes. Les facteurs varient d'un individu à l'autre et pour chaque patient, on ne sait pas quel facteur va contribuer à ça. Et les statistiques traditionnelles, souvent, ne capturent pas assez bien ces données. Et voici ici pourquoi il y a pourquoi ces méthodes ont des échecs. Donc, regardons maintenant la méthode scientifique de base. Tout d'abord, on fait une observation, ensuite on fait une question, etc. Mais quand on parle de la grosse donnée en médecine, l'ordre de la méthode scientifique a changé. On ne fait plus d'hypothèses avant l'expérience, parce que souvent les données sont déjà là. Donc, ce qu'on fait ici, le défi pour avoir les bonnes données, ce qui est difficile ici, c'est que le problème a changé. Maintenant, c'est un défi d'aller chercher les données pertinentes dans un océan de données superflues. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va capturer? Comment est-ce qu'on va dealer avec les facteurs hétérogènes dans les patients? Et nous croyons que la réponse, c'est dans l'apprentissage profond, donc le deep learning. C'est une manière qui utilise l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux ont d'abord été modelés d'après les réseaux du cerveau. Et ces nœuds capturent les relations et les différents modèles par rapport aux différents nœuds. Et ça fait certaines classifications pour classifier les intrants et les extrants. Ici, il y a plusieurs couches qui sont connectées et qui créent des représentations de plus en plus abstraites. L'apprentissage profond est très efficace pour résoudre des problèmes complexes, par exemple dans la traduction en temps réel, dans la reconnaissance d'images, etc. Mais, évidemment, ça ne veut pas dire que ça va être très facile d'obtenir le bon modèle. C'est peut-être un peu plus difficile que ce que vous pensez. Donc ici, il faut prédire ici si l'image contient un labradoodle ou du poulet frit. Au début, on aurait pu penser que c'était des images toutes identiques qui représentent tout le même contexte, mais votre cerveau est capable d'identifier qu'il y a une différence. Mais je crois que pour mieux illustrer tout ça, on va vous tester encore une fois ici. Est-ce que c'est un chihuahua ou un muffin au bleuet? Donc ça, c'est quand même difficile. Évidemment, c'est beaucoup trop simple comme défi ici, mais ça présente bien l'idée qu'il y a plusieurs choses à considérer quand on applique ces apprentissages profonds. Pourquoi est-ce qu'on pense que le deep learning, l'apprentissage profond, marcherait bien en psychiatrie? C'est parce que ça travaille bien avec ce type de données, donc le type de données qu'on a ici dans ce domaine. C'est particulièrement utile ici parce qu'on a beaucoup d'ensembles de données et souvent, il y a beaucoup de données manquantes, de variables manquantes ici. Même chose du côté de la génétique. Parce qu'on peut définir le nombre ici, et donc on veut que le modèle soit bien adapté. Donc l'apprentissage profond permet de représenter des données de plus en plus abstraites. Et ça, c'est pertinent parce que souvent, dans le domaine de la psychiatrie, il y a une diversité très large. Et le dernier élément
et que l'apprentissage profond peut aller chercher les données les plus pertinentes dans les modèles patients. Souvent, les manières traditionnelles d'apprentissage machine demandent un travail très laborieux pour établir le modèle. Tandis qu'ici, dans l'apprentissage profond, le modèle va par lui-même vous dire quelles propriétés sont les plus pertinentes. Ça, c'est particulièrement utile pour nous ici parce qu'on ne sait pas nécessairement d'avance quelles propriétés vont être les plus pertinentes. Il y a plusieurs années, notre groupe de recherche a mené la méta-révision la plus large qui avait été faite là-dessus. On a parcouru des milliers de différents projets et il y avait 6 groupes où est-ce que les prédicteurs pouvaient être utilisés. Donc, le profil démographique, le profil des symptômes, les comorbidités, les marqueurs périphériques, le côté génétique et la neuroimagerie. Et on a identifié 221 éléments prédicteurs ici. Évidemment, on ne peut pas évaluer les patients pour tous ces marqueurs. Souvent, plusieurs de ces éléments vont être redondants. Donc, il faut bien analyser les données pour savoir quel bon médicament utiliser. Et on utilise donc les modèles pour aller chercher les données les plus pertinentes. L'équipe d'apprentissage profond ici a développé un cadre d'analyse. On peut le voir ici dans le lien à l'écran. Et il y a des fonctions clés pour caractériser les données, pour créer des prototypes rapidement et comment aussi optimiser le modèle comme il faut pour mieux comprendre pourquoi le modèle a pris la décision qu'il a prise. Et ce qui est aussi enthousiasmant, c'est qu'on est en train aussi d'automatiser le pré-traitement des données, ce qui est souvent la partie la plus difficile de l'apprentissage machine. Donc, j'aimerais vous parler maintenant de certaines des procédures techniques qu'on suit pour évaluer nos modèles dans un environnement test pour savoir la manière à laquelle ils performeraient dans le vrai monde. On fait ça de 2 façons et je vais vous présenter les 2. La première est ce qu'on appelle l'analyse différentielle naïve. Ici, on voit que la machine passe cette boucle 5 fois. Et ce qu'on fait essentiellement est qu'on prend un patient, on le fait passer 4 fois dans le réseau neuronal. On identifie la probabilité qu'il y ait une rémission pour chacune de ces drogues. On sélectionne le médicament avec la plus haute et on fait ça pour tous les sous-ensembles. Une fois qu'on a chaque drogue avec la plus haute probabilité de rémission, on prend la probabilité moyenne et on fait ça pour tout le processus de validation pour savoir quelle est l'augmentation moyenne de la probabilité de rémission. Et vous pouvez peut-être vous dire, peut-être que le patient a un médicament et on ne connaît pas le résultat de ce médicament-là. Comment est-ce que ça va se refléter dans l'étude? Ça, c'est une très bonne question parce que dans l'analyse suivante, qui est désignée pour contrer certains de ces biais. Et ici, cette analyse différentielle conservative est très similaire à l'analyse originale, sauf que nous avons enlevé les cas hypothétiques. Donc, on a fait ça pour aller de l'avant. Et si vous êtes familier avec ce processus-là, nous avons séparé les données dans plusieurs contenants qui contiennent les ensembles de validation pour chaque ensemble. Donc, on va chercher les sujets de manière individuelle
Et ensuite, chaque médicament est évalué selon la probabilité. Et si le médicament qui a la plus haute probabilité a été celui qui a été reçu, nous choisissons celui-là. Sinon, nous en choisissons un. Et de là, une fois qu'on fait suffisamment d'analyse ici pour comprendre tous les ensembles, essentiellement les probabilités moyennes pour tout ça. Donc, avec ces deux-là, ces deux analyses-là ensemble, on peut voir qu'on a une bonne analyse des probabilités à laquelle on peut s'attendre quand on s'en va dans quelque chose pour, par exemple, des essais cliniques. Donc, tout ça, c'est super. Mais comment est-ce qu'on peut amener ça dans les mains des médecins? D'abord, on peut avoir un outil disponible sur n'importe quel appareil pour les médecins. Donc, les patients entrent leur information, leur renseignement, qui est ensuite processé par les algorithmes. Et ensuite, les données sortantes permettent aux médecins de mieux faire un suivi et de mieux déterminer quoi faire à chaque étape, comme par exemple ajouter un autre groupe de thérapie, ajuster les médicaments. Nos outils sont actuellement utilisés par les médecins pour augmenter la qualité des résultats qu'ils obtiennent. Et suivant les différents processus d'approbation réglementaire, nous allons continuer d'utiliser ces outils avec aussi les outils d'intelligence artificielle pour créer une solution qui va pouvoir améliorer les traitements de la dépression. Et ça, c'est vraiment une approche unique dans le domaine de la santé mentale en ce moment. On va seulement maintenant vous donner un petit coup d'œil en dessous du capot. Les résultats que nous avons jusqu'à présent sont très prometteurs parce que ça nous permet de créer un modèle, une approche qui permet de sauter l'étape d'essai-erreur et qui nous permet de construire des modèles qui vont prédire le traitement optimal pour chaque patient si on prend en compte leurs marqueurs biologiques et leur historique. Donc ça, c'est le travail qu'on fait en ce moment. J'aimerais maintenant partager avec vous certains des résultats que nous avons ici. Avec nos algorithmes cliniques, on espère diminuer le temps du patient avant sa rémission de 50%. Et une fois que l'intelligence artificielle va être prête et approuvée, nous espérons qu'il va y avoir jusqu'à 48% en termes d'amélioration par rapport au taux de rémission. Et maintenant, j'aimerais remercier tout le monde ici pour votre attention et de continuer à suivre AIFRED pour suivre tous les progrès que nous sommes en train de faire pour les différents projets dans l'avenir. Donc, s'il y a des questions maintenant, je suis à l'écoute. J'ai aussi mon courriel ici à l'écran si vous voulez me poser directement vos questions. Merci Robert pour cette belle présentation très intéressante. J'ai une question pour vous. Vous avez mentionné au début de la présentation que vous avez été capable d'identifier 221 éléments prédicteurs, c'est bien ça? Donc, parmi ceux-là, est-ce que vous avez trouvé des précédents dans la littérature ou est-ce que vous avez identifié des nouveaux marqueurs qui pourraient être ensuite utilisés par les cliniciens? Bonne question. Ça, c'était une méta-analyse. Donc, on a analysé les grandes lignes pour identifier les meilleurs indicateurs de l'industrie jusqu'à présent, donc selon la littérature actuelle pour le traitement de la dépression ou d'autres problèmes de santé mentale. Et on a utilisé ça comme une fondation pour le type de fonctionnalité qu'on voulait avoir lorsqu'on construit un modèle d'intelligence artificielle. Alors, on veut vraiment prendre tous les 221 éléments prédicteurs, collectionner le plus de données possible, d'étudier les données et d'en faire un bel ensemble de manière à ce que le modèle puisse ensuite choisir parmi ces éléments prédicteurs ceux qui vont être probablement le plus utiles selon le modèle pour la rémission du patient. J'espère que ça répond à la question. Oui? Parfait.
Maintenant, une question de Nadia. Quel type de données sont allées chercher, quel type de données du patient sont collectées pour faire la meilleure prédiction possible pour le patient? Souvent, en ce moment, on va voir les patients comme ils sont avec leur médecin en ce moment. Là. Donc, souvent, on va chercher les données. Donc, par exemple, il y a un questionnaire de données de santé pour le patient. C'est un outil populaire, des questionnaires qui sont utilisés par les médecins actuellement. J'ai mentionné un peu plus tôt aussi qu'on regarde la neuroimagerie, les marqueurs génétiques, mais ça devient plus difficile parce qu'évidemment, les médecins ne peuvent pas avoir accès à cette information-là là, à tous les jours. Là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise surtout des données de questionnaire pour construire les modèles, de manière à ce qu'on puisse simplement amener un nouvel outil dans le processus sans avoir à aller faire des nouvelles collectes de données. Parfait. Donc, on va continuer sur cette lancée-là en termes des données. Est-ce que vous avez pensé à comment vous allez chercher des données par rapport à d'autres patients? Est-ce que vous pensez que ça a un effet sur la santé mentale du patient, le fait d'aller chercher des données? Est-ce que ça peut être pertinent peut-être d'aller chercher plus de données? Oui, on espère aller chercher de plus en plus de données. Évidemment, les données qui sont disponibles en ce moment, ce n'est pas suffisant pour se rendre là. Évidemment, là, aller chercher le plus de données possible, c'est ce qu'on aimerait, mais on ne veut pas que ça soit intrusif non plus. Là. Donc, et c'est pour ça qu'on utilise nos modèles pour, évidemment, on pourrait développer des modèles qui vont pouvoir aller chercher plus de données, évidemment. On espère étendre la portée de notre collecte de données dans différentes zones. Évidemment, on aimerait avoir plus d'informations périphériques aux patients. Donc, on espère pouvoir se rendre là. Donc, par exemple, comment ils vivent leur vie quotidienne ou aussi leur historique aussi. Toutes ces données sont très précieuses. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est un outil qui est utilisé par les médecins de manière à ce qu'ils puissent interagir avec le patient et aller chercher certaines des informations, certains des points qui ne sont pas disponibles directement. Donc, vraiment, le médecin peut se charger d'aller combler les écarts ici. Parfait, merci. Peut-être une autre question. On voit ici qu'il y a beaucoup de données qui viennent de différentes sources pour former votre algorithme. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est pour le moins dire très difficile. Définitivement, une des plus grandes difficultés qu'on a eues, c'est d'essayer de consolider une vue claire de toutes les études, toutes les données disponibles pour les options de traitement d'antidépresseurs. Donc, il y avait des données pharmaceutiques, il y avait d'autres corps de recherche qui font des études sur certains médicaments et ils vont aller chercher des données pour voir si le médicament fonctionne bien ou non. Mais c'est pas tout le monde qui a la même quantité d'informations par rapport à ça. Mais c'est pas nécessairement la même structure non plus de données. Donc, d'essayer d'harmoniser ça entre les différentes études pour que ça soit un modèle qui ait du sens, ça a été un des plus gros défis ici. C'est un des plus gros défis pour les modèles d'intelligence artificielle. Merci. Et maintenant, une question de Sarah Tané. Est-ce que la dépression peut être détectée avec des caméras ou des senseurs, des capteurs dans le scan? Bonne question. C'est pas quelque chose dans lequel on se spécialise. Nous, on se concentre plus sur les patients qui ont eu un diagnostic clinique de dépression. Donc, on est plus du côté du traitement plutôt que du côté d'identifier le diagnostic. Mais je peux pas vraiment vous donner mes réponses, désolé. Ah non, il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre présentation très intéressante. Merci aussi à tout le public. Merci pour vos questions. Et maintenant, je vais vous laisser aller. Et vous allez pouvoir prendre une pause d'1 minute avant la prochaine session. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. J'apprécie beaucoup votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Alors,
rester en sécurité.